Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube, et je vous souhaite la bienvenue à ce 23e épisode de mon podcast créatif Les Nids du Canari. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Ceci est un podcast dédié aux arts du fil, principalement du tricot et de la couture. Et pour les personnes qui reviennent, eh bien merci pour votre fidélité, vous êtes vraiment adorables. Dans cet épisode, donc déjà épisode un peu difficile on va dire, parce que comme vous constaterez, j'ai le soleil en pleine figure, donc la lumière elle est toute bizarre. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va être correct. Je ne peux pas filmer à un autre moment. Avec la naissance de mon fils, c'est très compliqué de trouver un créneau. Qui plus est, je n'ai pas eu non plus beaucoup de temps de m'adonner à des loisirs créatifs comme ça. Je préfère m'occuper de mon fils, c'est plus, c'est aussi agréable et puis bon, c'est plus mignon quoi. Du coup, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Néanmoins, j'étais né à faire ces podcasts car je viens de terminer un projet et que ce projet sortira, c'est un test NIT qui sortira bientôt, donc le 15 février, et je voulais donc vous parler donc, de ces projets, qui en plus est super chouette, et appuyer donc la créatrice, qui est une créatrice en plus que j'apprécie particulièrement, donc d'où l'importance de la réalisation de ces podcasts à cette date-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de démarrer? Eh bien, les sections seront les mêmes que d'habitude, donc la blabla avec les cales que j'organise. Il y aura également donc la classique section projet en cours, projet terminé et une partie toute petite concernant Sacha. Et pour la partie Netflix, eh bien, ça sera une surprise aussi bien pour vous que pour moi, dans la mesure où, à l'instant T, je ne sais toujours pas ce que je vais mettre dedans. Donc, j'espère que vous allez aimer, parce que moi non plus, je ne sais pas si ce que vous vous présentez. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer à la première section, qui est la section blabla, où je vais vous parler des cales que j'organise. A tout de suite. Donc, blabla divers. Donc, cette fois-ci, dans la section blabla, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, la première concerne deux cales que j'organise. Le premier, c'est les Sauce Ultimate Custom Party, que j'ai lancé l'année dernière, et dont l'objectif est de tricoter des patrons de la designer Susan Somers, alias Sauce Units. Donc, les principes du cal est très simple. Vous tricotez n'importe quel projet de Susan et vous gagnez des points. Plus vous avez des points, plus vous avez des chances de gagner les prix du cal. Pourquoi j'ai lancé ces cals? Donc, Susan Somers est une designer que j'apprécie particulièrement, mais qui est une designer dont les patrons je n'ai pas eu l'opportunité de les tricoter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un patron qui m'intéresse de chez elle, et il y en a beaucoup, hein, c'est les personnes qui veulent aller voir ma bibliothèque Ravelry, vous remarquerez que je dois voir au moins 6 ou 7 de ces patrons. Et en fait, je les achète et dis, ça, c'est sûr, je vais le faire. Dans mon favori, dans ma liste d'attente, il y a plein de ces projets. Et en fait, à la fin, je les tricote pas parce que il y a un anniversaire qui arrive et je dois tricoter quelque chose. Il y a le nouveau châle de Stephen West qui sort et qui me flash direct et je pars sur celui-là. Je participe en Testnit, donc il faut que je donne priorité au Testnit, etc., 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 etc. Résultat de compte, sur tous les patrons que j'ai de chez elle, eh bien au final, je n'ai tricoté qu'un seul, qui est les Hooded Shawl. Et donc je me suis dit, ras-le-bol, je vais tricoter les patrons que j'ai déjà. Et en plus, comme Lys, très lisses, coucou d'ailleurs si tu me regardes, s'était lancé pour tricoter un patron de chez elle pour un bonnet, je me dis, bah, tiens, on va lancer un cal. Donc les cals, il a démarré un peu avant les débuts de l'hiver, donc ça doit être les 19 décembre et quelque chose comme ça. Et il le terminera le 21 mars. Mais malheureusement, c'est un cal où il y a très très peu de participants. Je ne sais pas si pourquoi, honnêtement. Après, c'est peut-être moi aussi qui n'a pas été assez présent sur les réseaux sociaux dernièrement. Mais toujours est-il qu'on est très peu nombreux. Et donc, je vous demande si, enfin, je vous propose de participer donc à ces cals, en espérant que cela vous intéresse. Si toutefois je vois qu'effectivement ça marche pas, et bien je vais pas non plus m'obstiner. On verra ce qu'on fait avec les participants, voir s'il y a un petit cadeau pour tout le monde, ou si tout simplement on l'annule, ou si on l'étend, je sais pas. Toujours est-il que allez voir dans mon groupe Ravelry, c'est une designer qui fait des trucs super, et en plus elle va sortir 3 patrons bientôt
dont un que j'ai eu l'occasion de tester et dont je vous parlerai dans la section projet terminé, qui sont tous les trois super. Donc, allez voir quoi. Autre cale que j'organise, c'est les cales Alone No More, qui a pour but d'utiliser Borest. Pourquoi? Donc j'ai ici, attendez, je vais mettre pause et je vais vous montrer une partie du problème. Oui, donc ça, cette boîte, c'est la première des 5. Hein. Vous voyez, ça, ce sont des restes. Au total, j'en ai pour environ 10 kg. Le problème, c'est que moi, à chaque fois que j'ai fait des projets, je les mets dedans. Et au bout d'un moment, je le s'oublie. J'essaye, quand je peux, de les utiliser. Donc, premier réflexe, c'est quand je tricote quelque chose, que je vois que le métrage est relativement faible, je viens piocher dans la boîte. Quand je fais un tricot pour mon fils, je viens piocher dans la boîte, mais ce n'est pas suffisant. En plus, quand on fait un peu les bilans des fils qu'il y a là-dedans, ça fait un peu peur que ce soit en termes budgétaires, que ce soit en termes de qualité, ce sont des fils très beaux. Et c'est pas normal que ça traîne dans un coin oublié comme ça. Je pense que tout le monde a les mêmes problèmes. Et l'objectif du cal est un peu de calquer sur ce qui a pu être fait sur les stages sur contrôle. Et donc de pouvoir utiliser ces restes dans des projets tout au long de l'année. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est vous mettez un jour votre stash, mais uniquement sur le reste, je m'intéresse pas particulièrement au reste de votre stash. Et à partir de là, on va comptabiliser des points tous les mois pour où vous allez essayer de passer autant de fils que vous savez dans vos restes que possible. Donc c'est un cal donc annuel, c'est un cal qui se passe par mois, donc des comptages tous les mois avec des lots tous les mois. Et c'est un cal qui se veut compatible avec toute autre démarche faite par un podcasteur ou autre designer ou autre. C'est-à-dire que plus vous utilisez vos restes dans des projets inscrits dans d'autres cals ou que vous aidez d'autres personnes dans la communauté, plus vous gagnez des points. Qu'est-ce que j'entends par aider des personnes dans la communauté? Eh bien, imaginons que vous êtes au hasard Canary Lotus qui cherche un fil pour faire un de ses châles, un châle qui en plus participe au Ultimate Custom Party, que vous savez comme un boulet vu dans vos restes, un reste qui était super dit chez Imogen Big Bad Yarns, qui s'appelle Iceberg, dans la qualité Malouine, que vous savez comment ça tricoter en vous disant que ça allait passer, que c'était nickel, c'était pile poil le bon métrage, et qu'au bout du compte, il vous manque environ 15 ou 20 grammes. Bon, messieurs, donc la personne hypothétique va les boire dans Ravelry, et personne n'a ces fils, ce qui est complètement aberrant. Derrière, il commence à désespérer, au point de se dire qu'il va devoir défaire son châle ou trouver un fil à peu près similaire. Et heureusement, il lance son appel sur Instagram, il tombe sur, une nouvelle fois, Long Cheveux Poil d'échec, avec qui il avait déjà envoyé des choses pour les String Color Cal, donc merci encore une fois. Qui a ses fils et qui peut lui donner des fils, donc bon, il achète les fils et il reçoit son fil. Simplement que tout ça, ça aurait été beaucoup plus simple si on avait si tout le monde mettait à jour son Ravelry, qui mettait les fils qu'il peut potentiellement vendre, et ou dépanner ou offrir. Et moi, par exemple, moi je sais que je l'ai fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà envoyé des restes à des personnes sur la base des demandes que j'ai eues dans les fils sur Ravelry. Donc sachez que dans Ravelry, vous avez une section dans laquelle vous pouvez indiquer si un fil est à vendre ou pas. Et plus vous mettez les choses à jour, et bien plus il est facile de trouver des fils qu'un jour vous pourrez nécessiter. Et même de dépanner des personnes de la même façon. Donc moi l'idée c'est de favoriser un peu ça. Donc si vous faites ça, vous serez avec des points extra. Et bien évidemment si vous participez avec vos restes à un cal organisé par quelqu'un d'autre, et bien vous serez aussi des points extra. Donc le principe est assez simple, les lots sont intéressants. Je vous invite à voir les règlements du cal dans mon groupe Ravelry. À savoir que, et avant que vous me posiez à nouveau la question, aujourd'hui les règles sont stipulent qu'un reste et toute
enfin toute, on va dire, quantité de laine qui représente au moins, enfin moins des 70% de sa quantité des conditionnements d'origine. Donc si vous savez un écheveau des 5 grammes et qu'il vous en reste 70 à utiliser, eh bien ces 70 sont considérés un reste. En revanche, si vous savez une échevette, donc un mini, qui fait 20 grammes, eh bien il faudrait qu'il y ait 70% de ces 20 grammes donc, pour pouvoir le utiliser. Je sais pas si aujourd'hui les mini vont être considérés comme reste ou pas. Moi je sais que quand j'achète des échevettes, c'est surtout parce que je sais que le montant est petit et que j'ai déjà un projet en tête, ce qui n'est pas forcément le cas des restes. Donc, je suis en train de voir comment on va gérer ça, mais en tout cas, les règles sont assez claires. Jetez-y un coup d'œil, participez avec nous, faites un peu de la pub là-dessus si vous pouvez ou vous le souhaitez, et ben, amusez-vous avec nous. Je pense que ça peut être très marrant de le faire, et puis ça peut nous aider, on peut tous s'entraider avec ça. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans la partie blabla? Eh bien, je suis en train de sonder Ravelry pour essayer de trouver des patrons à faire pour moi, donc principalement des pulls, parce que j'ai souhaité participer au call organisé par Bobine et Pelote, où il fallait tricoter 9 projets, simplement que dans ces règles, c'est surtout faire des pulls, des choses comme ça. Or, moi, des pulls, en général, je trouve pas ce que je veux. Donc, je sèche un peu et j'ai toujours pas trouvé les 9 projets. Donc, si vous savez des idées merveilleuses à me proposer, eh bien, je suis preneur de toute idée. Parce que pour le coup, je sèche et je vais toujours pas pu m'inscrire parce que, je trouve pas. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Petite update niveau perso. Donc mon fils va bientôt rentrer en crèche. On a eu la chance de pouvoir trouver une place. Et là, c'est un peu le stress parce que on va le laisser. C'est là, il commence sa semaine d'adaptation. Enfin, il a commencé sa semaine d'adaptation. C'est vendredi dernier. Et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, il est toujours en adaptation. Et puis après, c'est parti pour le déposer tous les matins et venir le chercher le soir. Donc on est un peu nerveux, mais il grandit bien, ça se passe bien, il est content, il est adorable. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous propose sans plus tarder de passer aux autres sections du podcast. Et je vous invite encore une fois à aller jeter un coup d'œil à mon groupe Ravelry pour avoir toutes les informations des cales que j'organise en ce moment. Projet terminé. Cette fois-ci, un projet terminé, j'en ai deux. Un projet couture et un projet tricot. Donc les premiers projets est un... Voici, je vais commencer par la couture. C'est un projet très simple, c'est un sac à projet. Que je n'ai pas ici, bien évidemment. 2 secondes. Il est derrière. Voilà, il est là. Donc c'est un sac à projet que j'ai fait parce que... dans les lots du cal des Soissillons, il y avait un pochon projet pour l'un des gagnants, enfin l'une des gagnantes pour l'occurrence. J'ai commencé à les faire, j'ai toujours pas terminé, pardon à la personne en question. Ça va bientôt arriver, hein, mais faut pas s'inquiéter. Idem pour ceux qui ont gagné des écheveaux. Et en fait, j'étais allé acheter près de mon boulot, il y a une boutique de tissus. Et j'étais tombé sur ces merveilleux tissus, qui est un jacquard très très joli. Voilà. Et en fait, j'ai pas pu résister de me faire un sac projet avec ça. Du coup, voilà, hein, c'est un sac projet, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une seule particularité, si on peut parler des particularités, c'est qu'à l'intérieur, il a une poche zippée fluo. Donc c'est un projet tout simple, hein, rien de méchant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si les tissus, celui-ci, donc il vient de la boutique Colimaçon et compagnie, dont j'ai eu écho grâce à Marie-Jeanne Margiba, donc qui lui fait un grand coucou, qui était venue chez moi donc pour faire un cours des portages, et qui lors du cours des portages nous a montré donc cette boutique qui fait des écharpes de portage, mais qui vend aussi du tissu. Et en fait, ce tissu, il est super.
Il est juste top. Donc j'en ai acheté un peu pour faire quelque chose. Et au final, ça s'est transformé dans les bases, enfin un peu de sac projet, avec donc cet autre tissu qui est des Mali Haken, je crois que s'appelle la créatrice. Donc ce sont des tissus français, principalement de jacquard, très colorés généralement, très haute couture parce qu'elle fait surtout des choses pour le défilé. Mais bon, j'adore ce sac. Il est trop beau, il claque, il claque, donc il est génial. Donc voilà. Un deuxième projet terminé, c'est un test knit. Un test knit que j'ai fait pour Susan Sommer, Sosunit. Et c'est un projet qui s'appelle Don't Fade Away, qui est un châle, enfin, châle, étole ou écharpe. Cochez la casse inutile. Je sais pas comment le cataloguer, donc c'est ouais, on va dire une étole, parce que c'est rectangulaire. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, si. Donc voilà. Voilà. Donc c'est une étole rectangulaire avec une bordure en I-cord qui est faite a posteriori, qui est très marrante à faire parce qu'il y a des sections de brioches avec des sections de points mousse. Et l'idée c'est qu'on fait une section de brioches monocouleur au début, après on rajoute une autre couleur qui vient à la couleur de fond. Cette couleur de fond vient en tant que couleur principale après. Et on répète la même mécanique tout le long jusqu'à arriver à la dernière section où on retombe sur une section des brioches monocouleurs voilà, qui va très vite. Enfin, moi, c'est un châle qui va pas forcément très vite parce que c'est qu'il y a quand même un beau métrage, hein, donc il y a un peu plus de 1000 à 1100 mètres de fil, mais qui se tricote, je trouve, assez rapidement parce que le nombre de mailles est peu important. Donc on doit se retrouver avec 155 mailles au maximum, ce qui est très peu. Donc du coup on n'a pas l'impression de galérer à faire des rangs interminables. Et l'effet que ce soit de la brioche, eh bien ça donne du rythme. Surtout que quand commence à en avoir un peu marre, il y a la section des points mousse qui permet un peu d'échanger les idées avant de recommencer sur une section de brioche. Mais les sections des brioches sont relativement courtes. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est super marrant. En plus ça permet de jouer vraiment avec les couleurs. Donc moi j'ai choisi des couleurs assez... Je sais même pas comment pouvoir les cataloguer. On va dire hivernales. Enfin oui, hivernales, automnales plutôt. Même si c'est du rouge pétant, on va dire des couleurs un peu végétales. Tiens, voilà, des couleurs végétales. Donc la première laine que j'ai utilisée, c'est cet écheveau-là que j'avais acheté à Madame Manon. Donc coucou Manon. Donc pour ceux qui connaissent pas Manon, elle fait des superbes figurines en pâte philo qui sont magnifiques. Allez voir sa boutique Etsy et son compte Instagram. Tous les deux sont super. Et en fait, donc, je lui avais acheté ces écheveaux des Hedgecock Fiber Sock, et c'est les coloris Bollywood, qui est donc un rouge avec des teintes un peu jaunâtres. De temps en temps, il y a quelques petites pointes de violet, donc c'est une couleur très chaude. Très chaude, j'étais très agréablement surpris de la couleur. J'aimais déjà bien un écheveau, mais alors tricoté, je trouve que c'est une tuerie. La deuxième couleur, ça va être un peu difficile à montrer, si, voilà. C'est ces jaunes-là. Ouais, c'est ces jaunes-là. Qui est un coloris, je sais plus comment il s'appelle, enfin il a pas de nom, il a un numéro, c'est pour ça que je m'en souviens pas, mais c'est chez Davy Bliss, donc c'est une laine que j'avais achetée dans les stands des tricoteurs volants à l'AEF l'année dernière, et que j'avais pas eu l'occasion d'utiliser, donc voilà, ça a été l'occasion. C'est un coloris jaune assez joli, parce que c'est un jaune qui va du jaune très brillant au jaune un peu cendré, avec donc des nuances un peu des marron, gris, c'est assez joli. Même si ça reste plutôt en fausse unie. La troisième couleur, c'est cet écheveau que j'avais eu en cadeau. Donc c'est Muriel des Mochamaker qui m'a gentiment offert cet écheveau. C'est les coloris Diana des Malabrigo Yarns.
qui est dans une couleur magnifique, jaune avec vert, rouge. Enfin, c'est un festival de couleurs. Il est juste tombé par terre, c'est coloré. Voilà. Je suis désolé, les soleils, c'est vraiment la galère avec le soleil. Et puis le troisième coloris, c'est dans les chevaux de chez Fiberspace, que j'avais reçu dans le cadre du swap des geeks créatifs organisé par Lorraine du Journal de la Loup, et qui m'avait été donné par ma swapée, qui se trouve être Amy des Sokonitz. Donc c'est ces verts sapins très très jolis. Et au final, quand on met les tout ensemble, eh bien c'est juste une tuerie, je trouve. C'est magnifique. Une grande doute au début, parce que quand on met les couleurs séparées avec ces verts, eh ben je trouve que ça, oula, avec désolé pour le soleil, c'est vraiment infernal. Ça marchait pas vraiment. Et en fait, une fois que j'ai fini de faire le tricot, eh bien c'est juste super quand c'est tricoté ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc les patrons, il va sortir le 15 février, du moins c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Sachant que les tests, moi j'ai terminé, le test normalement il t'a terminé les 15 février aussi, hein, mais moi j'ai déjà terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans ma page Ravelry sur du projet, vous allez trouver tous les métrages. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez suivi tous les podcasts, vous savez que j'organise un cal dans lequel on peut utiliser des restes, et il se trouve que ce châle, il est super pour utiliser des restes. Donc allez-y, tous les métrages sont indiqués, toutes les notes sont indiquées, donc c'est super bien documenté. Donc puis vous pouvez bien entendu me poser des questions si vous avez des questions, hein. Mais c'est super à faire. C'est un châle très doudou puisqu'il y a la brioche. Et en plus, il est super marrant à faire, avec en plus des sauces units, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc Don't Fade Away, sorti le 15 février. Designer 60 Summers, et c'est une tuerie ces châles. D'ailleurs, je pense que, même si je dois les bloquer, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais l'utiliser lundi. Enfin, voilà. Bref. Donc, j'ai pas d'autres projets terminés à vous montrer. Donc, je vous propose de passer directement à la partie projet en cours, puisque des projets en cours, j'en ai un certain nombre. À tout de suite. Donc projet en cours, pardon. Cette fois-ci, un projet en cours, j'en ai deux à vous montrer, bien que j'en ai d'autres qui sont dans les pipes, simplement que les autres, je les touche pas depuis un petit moment, donc autant ne pas vous les montrer à nouveau. Donc le premier, c'est la châle Sorsal de Lisa Haynes. Donc c'est un châle que j'ai fait pour ma gardienne et que j'ai tricote avec de la laine de Laféfil, dans sa base 100% mérinos. J'utilise les couleurs, donc l'écume, que c'est coloré un peu, enfin, comment dire, blanc cassé avec bleu et vert, et c'est magnifique vert qui est le coloris Bécassine. Donc ce sont deux laines que j'avais achetées au CSF et que je me suis empressé de castonner, bien que j'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas encore terminé? Bah, c'est simple, c'est qu'en fait là il me reste une section des 10, 15, je crois que 15 rangs des points mousse. Simplement qu'il me reste aujourd'hui beaucoup de laine. Voilà. Et le problème, c'est que j'aime pas quand il reste autant de laine, d'autant plus que les châles, je le trouve très petit. Et très petit. Donc du coup, je voulais rajouter une section des brioches, mais ça n'a pas marché, ce qui a juste provoqué un détricotage massif d'environ une soixantaine de rangs. Résultat de compte, ça m'a gavé, je l'ai laissé traîner dans son coin. Je vais il faut que je trouve quelque chose à faire avec cette laine, mais toujours dans ces châles, j'aimerais qu'il soit un peu plus grand, donc voilà. Et les deuxième projet que j'ai en cours, c'est les châles Ewerrock, dont
je vous avais déjà parlé, me semble-t-il, lors du dernier podcast, et qui en tout cas fait l'objet de la recherche d'Hélène que j'ai eu à faire pendant tout le mois de janvier, et que heureusement Long Cheveux Poil de Chat avait ça dans son stage, parce que sinon je pense que j'aurais dû le faire. Donc c'est un châle des Susan Somers, qui est un châle tout en brioche, enfin quasiment. Où il y a une section, donc ce sont des sections des... Les châles est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sections. Donc une section en brioche, une section en point mousse, une section en point mousse, une section en brioche, brioche, mousse, mousse, brioche. Donc c'est un châle qui mélange des couleurs, un peu comme avec la même technique du fade qui est utilisée dans les test knits que j'ai fait. Et qu'aujourd'hui donc je suis en train de tricoter avec la troisième section, les troisième changements de couleurs, donc il me manque encore une autre couleur à mélanger. Donc qu'est-ce que j'utilise comme laine pour ces châles? Ce sont que des laines de chez Imogen, donc ce sont des laines que je l'avais achetées de nombreuses reprises. Je ne saurais pas vous dire exactement quand ni les noms de couleurs, à part que celle-ci s'appelle Iceberg. Je mettrai de toute façon toutes les informations sur l'écran. Pourquoi je fais ça avec que des laines d'Imogen? Eh bien, la question est simple, c'est qu'à un moment donné, Imo avait lancé un appel aux testeurs, enfin non pas aux testeurs, ouais si on peut dire testeurs, mais testeurs au sens basse. Elle voulait qu'on tricote que des projets avec ces laines pour qu'elle puisse avoir des choses soit à montrer dans ses stands quand elle fait des salons, soit pour qu'elle puisse montrer des photos dans son boutique. Et moi, je n'avais pas pu participer, principalement parce que les patrons qu'elle proposait de tricoter, c'était clairement pas dans les genres de choses que je tricote. Et donc du coup j'avais décidé de ne pas participer. En revanche, je voulais quand même l'aider avec cette démarche, et donc j'ai décidé, pour la première fois je crois dans toute l'histoire de mes châles, de faire un châle uniquement avec des laines d'un seul daillard. Et ça avance bien, et je l'ai laissé en stand-by pour terminer les tests. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, je vais reprendre le travail sur ces châles, sachant que ce soir, c'est le Super Bowl. Et donc, je vais tricoter jusqu'à 4-5 heures du matin, en train de regarder du foot américain, et certainement, donc, de terminer les châles pendant que je regarde le match. Voilà. Donc, super châle des Sauce Units. En fait, c'est les châles de Sosu qui me fait flasher, quoi. Donc, j'ai hâte de pouvoir les terminer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, j'ai d'autres projets en cours. Donc, il y a toujours mon pull des Stephen West, qui est les Excuse Me Sweater, que je n'ai toujours pas terminé parce que j'en avais un peu marre de tricoter de la laine aussi épaisse. Et j'ai aussi mon Rabelro qui traîne dans les coins et qui de temps en temps je touche, ainsi que quelques projets layettes et des projets, on va dire, secrets, sur lesquels je travaille depuis un petit moment et dont je ne peux pas vous en parler. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Donc voilà pour cette section. Je vous propose donc de passer à la section achat et on va dire divers, pour que je vous parle donc des dernières acquisitions que j'ai pu faire. A tout de suite. Donc cette fois-ci, dans la section Estache et blabla, enfin Estache et divers on va dire, j'ai deux choses à vous montrer. Donc la première, c'est du tissu que j'ai pu acheter chez Malia Kent. Donc pour ceux qui connaissent pas Malia Kent, donc Malia Kent est une designer française, enfin je crois qu'elle est française, en tout cas la marque est française, qui fait des tissus, principalement des jacquards, et ouais, il fait aussi quelques lainages, enfin elle fait un peu tout. C'est un univers assez particulier, c'est surtout pour la haute couture, et en fait, il se trouve que, bon, comme je vous l'avais indiqué probablement la dernière fois, moi, j'ai décidé de tout faire d'un coup, c'est-à-dire changer des boulots, avoir un enfant, bref, un peu la totale, quoi. Donc, du coup, en me baladant à proximité de mon nouveau lieu de travail, je suis tombé sur la boutique des Malia Kent, et j'ai dit, je vais rentrer, en disant ouais, je vais juste regarder.
Et je vais juste regarder. Ouais. Bon, j'ai réussi quand même à modérer un peu la folie, on va dire, dépensière. Et j'ai juste acheté donc ces jacquards que je vous avais déjà dont je vous avais déjà présenté. Enfin, je vous ai déjà parlé, hein, que j'utilisais pour faire mon sac projet. Que j'ai choisi bien évidemment par sa sobriété et son côté triste et lugubre. Et cet autre jacquard, qui est tout aussi triste et lugubre. Et voilà. Donc je vous rassure, pour les personnes qui diraient, mais oui, vu le type de tissu, ça sert à rien d'aller acheter, non. Moi j'ai choisi les tissus les plus voyants, bien évidemment, mais elle ne fait pas que ça. Elle fait aussi des tissus, on va dire, normaux. Ce sont des tissus d'une très très bonne qualité. J'étais ébahi par la qualité du tissu. Enfin, j'ai déjà cousu avec du jacquard, hein, avant, mais jamais avec un jacquard aussi. Enfin, c'est du pur bonheur, quoi. Ils sont doux. Je pense même, enfin, je sais que celui-là en particulier, je vais l'utiliser aussi pour le col d'une chemise. Parce que je trouve que ça va être une terrible. J'ai déjà testé, ça c'est un bonheur total, quoi. Donc l'intérêt aussi de ce designer, c'est surtout que c'est un designer qui bon, il travaille en France, la marque est française, les tissus sont faits en France, avec des matières françaises. Bref, c'est du 100% made in France. Et je pense que ça vaut la peine donc d'être signalé, parce que souvent quand on achète des tissus, on ne sait pas forcément comment ça a été fait. Et là, on a un peu la certitude de tout le processus, d'autant plus que certaines de ces opérations sont faites dans leur autre atelier qui se trouve, je crois, dans le 19e, je suis pas sûr. Toujours est-il que la marque vaut les détours. Et en plus, leur boutique, non seulement ils vendent des tissus, mais aussi ils vendent des bobines. C'est souvent des bobines des fils, mais c'est aussi des fils à tricoter. Donc, des fils à coudre et des fils à tricoter. La seule désavantage, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on tricote. J'en ai vu quelques-unes qui étaient assez jolies, mais par exemple, pour se faire un pull, ce sont des bobines, je crois que 100 kilos, un truc comme ça, enfin, c'est des trucs de malade, quoi. Donc, bel endroit à découvrir. Le prix, un peu cher, quand même. Je crois que c'était 30 € le mètre. Donc, mais bon, quand on voit la qualité du truc, ça vaut le détour. En plus, ils font des soldes, donc moi, je suis passé pour voir ce que je pouvais acheter. Moi, j'ai rien acheté parce que je me dis non, ça suffit. Mais il y a les soldes chez eux, donc à découvrir. Et la deuxième acquisition dont je voulais vous parler, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une poche à aiguille. Voilà. Donc c'est une poche aiguille de chez Jezabel Bee, donc qui a une boutique Etsy. J'avais trouvé ça par hasard, je ne sais plus trop comment. Et en fait, moi, mon problème, c'est que ceci est juste le nécessaire de voyage. J'ai une autre poche, enfin une autre sac pochette, enfin trousse plutôt, qui a à peu près la même quantité d'aiguilles, qui était mon ancienne pochette des voyages, que je ramène à chaque fois que je fais un déplacement professionnel, et qui était juste pleine à craquer, parce que j'ai aussi une autre poche dans laquelle il y a juste ce que je laisse toujours à la maison et qui ne sort jamais de chez moi, ou qui sort que très rarement de chez moi. Résultat des comptes, j'avais deux poches pleines à craquer, et grâce à ça, donc j'ai une poche qui non seulement est jolie, elle est très pratique, elle est facile à transporter, je trouve d'une très très bonne fabrication, et ça m'a permis donc de vider mes deux autres poches, et donc d'avoir une nouvelle poche de voyage. Voilà. Très bon produit, elle a une boutique Etsy, allez jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait. Elle fait aussi des sacs projets. Bon, moi les sacs projets ça m'intéresse pas particulièrement, mais ça je trouve que l'idée est très bonne et j'aurai pas la patience de les faire parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot là-dedans. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous montrer donc un achat. Je n'ai pas fait beaucoup d'achats dernièrement et ceci
parce que j'attends incessamment l'AEF auquel je participerai bien évidemment, et qui arrive bientôt, hein. On n'est pas trop loin. Donc moi je serai là-bas à Presson, donc pendant toute la durée de l'AEF. Hein. Je pense que j'aurai le temps de filmer un autre podcast d'ici là, mais bon, au cas où, je préfère vous le dire, je serai là-bas. Et il y aura également donc un tricoté Montparnasse qui sera organisé spécifiquement pour ça. Donc j'espère vous croiser dans les coins et ou dans le tricoté Montparnasse, qui est déjà annoncé dans la page Facebook du tricoté Montparnasse. Ce qui me vient, ce qui me porte aussi à faire une autre communication ici, donc c'est les tricotés Montparnasse. Donc vous l'avez vu, donc on a rendu les tricotés Montparnasse un événement cyclique. C'est-à-dire que je n'ai plus à créer l'événement toutes les semaines, ce qui est plutôt bien, parce que ça prenait du temps. Le seul problème, c'est que depuis que j'ai fait ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde. Donc, aux personnes qui participent au tricoté Montparnasse, je vous invite à indiquer bien votre présence pour qu'on sache ce qui se passe, ou si vous préférez ou si vous me dites que c'est plus visible parce que justement c'est un événement cyclique, à ce moment-là, je vais revenir vers l'ancienne méthode qui était probablement plus visible par rapport à l'animation de ce type d'événement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça a un impact par rapport à la visibilité de l'événement dans vos calendriers Facebook, parce que là, je m'avoue, je suis un peu perplexe de la faible quantité de personnes qui viennent, donc voilà quoi. Et puis surtout aussi, pensez à vous inscrire parce que ça nous donne aussi une idée du nombre de passes qu'il faut nous réserver dans la boutique, enfin dans les cafés des 1-5 qui nous accueillent très gentiment une fois par semaine. Voilà. Écoutez, j'ai pas d'autre chose à vous dire dans cette section. Pour les personnes qui ne souhaitent pas voir la partie Netflix, eh bien, je vous dis, eh bien c'est dommage parce que je sais toujours pas de quoi je vais vous parler là-dedans. Donc je ne peux pas vous dire si c'est pour vous ou pas. Je vous conseille donc de regarder ne serait-ce que les premières 2 minutes pour savoir de quoi je vais parler. Sinon, si c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse pas, eh bien je vous souhaite un agréable fin de week-end, un bon Super Bowl pour les personnes qui le regardent, ça m'étonnerait qu'il y en ait, hein. Mais bon, on sait jamais, hein. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast qui aura lieu, j'espère, à la fin du mois de février. Donc, et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans la section Netflix. Donc cette fois-ci, dans la section Netflix, je vais vous parler de quoi? Eh bien, en cherchant de quoi je peux vous parler, tout en sachant que jusqu'à il y a environ 5 minutes, je n'avais aucune idée de quoi je pouvais vous parler, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu as regardé dernièrement? Il se trouve que dans Netflix, dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est au cours des environ 12 derniers mois, Netflix a sorti une série de films qui font partie d'une franchise qui dure depuis 1954, qui est une franchise qui est aujourd'hui reconnue par les Guinness Records comme c'est la franchise la plus longue de l'histoire du cinéma. C'est une franchise japonaise, et c'est une franchise qui a eu des adaptations un peu aussi américaines, toutes mauvaises, c'est la dit en passant, et qui est une franchise que j'aime beaucoup, parce que c'est une franchise très drôle, et je parle bien des Godzilla, alias Godzilla pour les noms japonais. Donc Godzilla, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des films de monstres, c'est l'équivalent des séries Z au Japon. Donc on parle des films des années 50 dans lesquels la peur de la radioactivité, donc suite à Hiroshima et Nagasaki, a créé un lézard géant qui sort des rayons tueurs des cieux, du feu destructeur de sa bouche, etc., etc. Donc les premiers films étaient donc faits en 1954, et c'est un film dans lequel comment dire, les charmes qu'il peut avoir ces films, c'est qu'ils sont des films où les effets spéciaux, c'est ce que j'appelle, enfin ce que tout le monde appelle des practical effects, c'est-à-dire que ce sont des films dans lesquels il n'y a aucun trucage par ordinateur, aucune supercherie, c'est-à-dire ce sont des personnes qui prennent un costume aussi ridicule soit-il, dans des miniatures des villes, et qui font semblant d'être le monstre, de tout détruire, donc ce qui doit être une occupation, ma foi, assez éclatante.
Mais donc, ce sont des films que je trouve très 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 charmants et que je vous invite à découvrir si vous les connaissez pas déjà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme film? Donc comme j'ai dit, il y en a 34, enfin 35 pardon. Si attends. Oui, c'est ça, 35. Les premiers films donc à découvrir, c'est bien entendu l'original de 1954 qui s'appelle Godzilla, dont les données sont les suivantes, et je suis désolé, je ne les connais pas par cœur, malgré mon grand attachement à cette série. C'est un peu compliqué de tout retenir. Donc, c'est un film de 1954 qui est sorti en 1957 en France et qui était dirigé par Ishiro Honda. Ce film est juste une tuerie. Donc, je pense qu'il est un peu disponible un peu partout. Enfin, je sais pas exactement pas où est-ce que vous pourrez les trouver honnêtement. Je sais que moi, j'ai laissé en version numérique, mais je ne saurais pas vous dire où est-ce que je l'ai trouvé, ni comment, ni quand. Néanmoins, si vous pouvez les trouver, et si je trouve des données par rapport à leur disponibilité en ligne, eh bien, je les partagerai dans les notes de cet épisode, puisqu'ils sont des films qui sont vraiment intéressants à regarder, qui font partie un peu de ces genres de choses dont on se souvient de quand on était enfant, et que c'est juste super, quoi. Les deuxièmes films de la série que je voulais partager avec vous, c'est bien entendu les films avec l'ennemi mortel des Godzilla. C'est Ghidorah des Three-Headed Monster. Donc Ghidorah, le monstre à trois têtes. Donc pour ceux qui suivent, qui connaissent un peu le folklore du Godzilla, donc Godzilla a tout un tas d'ennemis, tous aussi mémorables les uns que les autres. Mais il y en a deux qui sont extrêmement connus, qui ont énormément reprises, parce qu'il y a eu beaucoup de films qui sont apparus, et qui font aussi l'objet des films qui ont qui ont été faits par Netflix. Ce sont Ghidorah et Mothra. Donc Ghidorah, c'est quoi? C'est une espèce de lézard avec trois têtes. C'est une sorte de dragon avec trois têtes. Donc il vole, il a trois têtes, il a pas de bras. Mais c'est l'un des ennemis les plus coriaces des Godzilla. Et donc c'est un monstre qui est connu depuis qu'il est sorti pour la première fois dès 1964, toujours dirigé par Ishiro Honda, donc c'était ça va être les 5e ou 6e films des Godzilla si je ne m'abuse. En France, malheureusement, il n'a pas été connu bien, enfin assez tôt. D'après ce que je suis en train de lire, la sortie en DVD en France, ça date de 2007, donc il y a une sacrée différence. Toujours est-il que ces monstres apparaissent à plusieurs reprises dans des films de Godzilla et que c'est vraiment THE ennemi mortel des Godzilla, avec peut-être Mechagodzilla qui existe aussi, et qui est aussi dans les films de Netflix, mais qui je trouve beaucoup moins intéressant. Les troisième film dont je voulais vous parler, c'est Mothra. Donc qu'est-ce que c'est Mothra? Donc comme son nom l'indique, M-O-T-H, Moth, c'est une papillon des nuits qui est méchant. Donc qui est méchant, oui et non. En fait, dans l'histoire originelle de Mothra, il y a deux Mothra, les Mothra gentils et les Mothra méchants. Le Mothra gentil, il est bienveillant, il protège la planète, mais si je me souviens correctement, Mothra devient méchant parce qu'il y a une explosion nucléaire qui les rend méchants, ou alors c'est son frère jumeau. Je sais plus exactement quelle était l'histoire, faudrait que je regarde à nouveau les films. Donc c'est un film de 1992, donc assez récent, par rapport à Godzilla bien évidemment. Je ne saurais pas vous dire les numéros du film, mais c'est un film qui était dirigé par Takao Okawara, pardon. Et qui fait partie donc de ces ennemis un peu mythiques des Godzilla qui sont vraiment à regarder. À savoir qu'avec Mechagodzilla, c'est fait partie de ces monstres un peu tellement mythiques que même des séries américaines ont fait des parodies de ça. Je pense en particulier à South Park, où il y a une parodie des trois monstres de l'univers des Godzilla, qui sont Mothra, Mechagodzilla, et l'autre, ça serait... Je sais pas si c'est Ultraman qui sont parodiés ou pas. Toujours est-il que dans un épisode où il y a Mecha Streisand, où en gros c'est Barbara Streisand qui devient une parodie de Mechagodzilla, et c'est les chanteurs des Cure qui devient une parodie de Mothra.
Donc bon, c'est complètement débile, là, j'essaie. Mais en tout cas, c'est un film à regarder. Ce sont des films qui se regardent bien. Et puis, bien entendu, les derniers films dont j'ai voulu vous parler, ce sont les 3 derniers Godzilla qui sont sortis. Donc, je parle des Godzilla Planet of the Monsters, Godzilla City on the Edge of... City on the Edge of Battle et Godzilla The Planet Eater. Donc ce sont 3 films sortis par Netflix, hein, qui sont des films d'1h30, sortis en 2017, 2018 et 2018. À ma grande surprise, ce sont des films qui sont potables. L'animation est de bonne qualité, regardable. Vous décidez si oui ou non ce sont des films qui peuvent vous intéresser. Mais je vous invite à découvrir la série, enfin la franchise des Godzilla, et ne pas vous baser sur les navets qui ont pu sortir, les Américains, hein, sur ça. Les films américains des Godzilla, c'est juste... j'ai un mot pour les... Enfin, j'ai 2 mots pour les décrire. Les mots seraient une honte. Ce sont des abominations ni à faire ni à refaire. Malheureusement, ils les refont à plusieurs reprises. Allez vérifier les films originaux, c'est beaucoup plus charmant, c'est beaucoup mieux fait, et au moins ça c'est côté, on va dire, authentique, qui ne peut pas avoir le film américain. Donc découvrez cette série. J'espère que ces films seront de votre intérêt. J'avoue que je pensais pas du tout parler de ça au début. Je savais même pas de quoi je voulais parler. Je m'attendais pas à finir pour parler des films des Godzilla. Mais bon, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques films intéressants, que vous allez essayer de voir un peu de quoi il s'agit, et que vous allez comprendre pourquoi les films des Godzilla japonais sont largement supérieurs des films Godzilla américains, en particulier les premiers qui est sorti dans les années 2000, avec une bande de son de ouf. Mais qui est juste une pourriture pas possible, donc voilà. Donc bref, j'espère que cela vous a plu, j'espère revenir bientôt, certainement la dernière semaine du mois de février, enfin j'espère. Si je ne peux pas vous revoir avant, eh bien, encore une fois, j'essaierai à l'AEF. Il y aura un tricoté Montparnasse où j'essaierai également présent. Et puis voilà. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, tricotez bien, soyez heureux. Et puis à très 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 bientôt dans un autre épisode ou dans les réseaux sociaux. Au revoir. Allez, bye bye.